et toutes mes excuses à nouveau pour ce retard totalement involontaire. Du coup, je vais avoir un peu moins de temps que prévu pour vous parler de facteurs humains de cybersécurité dans les écosystèmes ouverts. Si vous pouvez passer au slide suivant. Donc oui, allez-y, merci. Alors voilà, donc Bruce Schneier énonce quelque chose, voilà, a énoncé ou aurait énoncé, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait dit, en 2002, que les amateurs hackent les systèmes et que les vrais professionnels hackent les gens. Donc, si on peut passer au slide suivant, voilà, la version XKCD de ça, c'est oui, son ordinateur est chiffré, on va construire un cluster qui coûte des millions de dollars pour pouvoir le casser. Ah non, c'est pas possible, il utilise du RSA 4096, etc. Bon. Et non, en fait, on va utiliser une clé à molette et on va le droguer et on va l'obliger à nous donner son password. Voilà. C'est une manière un petit peu amusante de le dire. Si on peut passer au slide suivant, et encore le suivant. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer qui je suis, donc je m'appelle Lancelot Péquet, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers. J'ai un parcours un petit peu atypique dans le monde universitaire parce que j'ai commencé d'un point de vue académique par des sujets de type sécurité de l'information, par un angle mathématique et informatique. Puis ensuite, je suis parti dans le privé, j'ai travaillé 15 ans, notamment dans un cabinet que j'ai dirigé pendant 10 ans. Et j'ai travaillé, entre autres, donc, sur des questions de type stratégique, à la fois pour des clients privés, pour des clients secteur public. Et parmi les sujets sur lesquels j'ai travaillé, il y a eu des questions de défense, des choses en lien avec la démocratie, beaucoup de choses autour aussi de l'open source, gov, data, etc. Et puis aussi sur les stratégies d'influence, sur le lobbying, sur l'anticorruption. Et puis, ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressé aux questions psychologiques qui revenaient assez régulièrement en fait, dans mes sujets d'intérêt. Et donc, je me suis mis à travailler avec des équipes de psychologie au niveau de la recherche. Et voilà, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On peut passer au slide d'après. Voilà. Alors, donc juste pour prendre un point de départ de contexte, donc j'ai réalisé en 2021 l'étude qui a été publiée pour le CNLL, par le CNLL, donc sur l'écosystème open source en France. On peut passer au slide suivant. Voilà, dont les principales conclusions, comme le rapport est assez long, ont été très joliment synthétisées en 4 infographies. Et je vais notamment me concentrer sur une de ces infographies, à la page au slide suivant, qui est les principes clés de l'open source peuvent contribuer à préserver la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Et donc effectivement, les répondants de cette communauté, de cette filière open source, s'entendent très majoritairement à dire que dans l'open source, il y a des facteurs clés de souveraineté. On peut passer au slide suivant. Et voilà, et je précise simplement avant de commencer que je suis totalement d'accord avec ça. À la fois à titre personnel et scientifique, je suis tout à fait convaincu du fait que le fait que ce soit open, source, gov, data, etc., ça peut constituer un gros avantage en matière de sécurité, que la sécurité par l'obfuscation, enfin disons par le code fermé n'est en aucun cas une garantie, et que donc si là maintenant je vais aborder un certain nombre de risques, c'est pas en détracteur de l'open source ou du open en général, au contraire c'est en scientifique et je veux dire avec des éléments précis, et j'allais dire en arrière-plan aussi avec beaucoup d'années derrière moi de promotion en quelque sorte de ces écosystèmes, parce que je suis vraiment convaincu que c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais par contre il faut quand même être capable de regarder en face un certain nombre de risques. Slide suivant. Voilà, donc je vais commencer par définir quelques termes. Et donc déjà le terme souveraineté, en fait, dont on parlait juste avant, je reprends la définition du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale qu'on avait employé, qu'on avait utilisé donc, dans le rapport, qui est issu de la revue de cyberdéfense de 2018 et qui définit la souveraineté comme une autonomie stratégique, donc une autonomie d'appréciation, de décision et d'action. Et quand on s'intéresse à la psychologie, du coup, on regarde ces termes un petit peu autrement, parce que apprécier une situation, décider de ce qu'on veut faire et agir,
ça mobilise un certain nombre de facultés intellectuelles à titre individuel ou collectif, voilà, ça m'a intéressé de creuser un peu le sujet. Je voudrais aussi rappeler que cette question de souveraineté, elle s'inscrit dans un jeu d'acteurs dans lequel, alors, il y a des États, donc dans ce cas-là, on parle de cyberdéfense, des entreprises, des individus qui sont désireux d'imposer une forme de puissance. C'est un terme qui a été défini en particulier par Raymond Aron, théoricien des relations internationales, entre autres, comme une capacité d'un acteur à imposer sa volonté à d'autres acteurs, et en tout cas d'infléchir la trajectoire d'autres acteurs sans être obligé d'infléchir sa propre trajectoire, comme on peut le faire par exemple quand on négocie. Donc quand on a de la puissance, on est capable d'imposer sa volonté à l'autre. Et donc le contexte de cybersécurité dans lequel j'inscris cet exposé, c'est une sécurité, c'est-à-dire une situation de risque minimal vis-à-vis de nos propres intérêts, dans l'espace informationnel. Donc il existe plein de définitions de ce que c'est que la cybersécurité, et il ne s'agit pas de rentrer trop dans les détails. Voilà, c'est la définition que moi j'emploie aujourd'hui, notamment donc, pour se défendre contre des actions offensives de type cyberattaque, qui peuvent être donc du sabotage, de l'espionnage, de la subversion, etc. Et voilà, donc traditionnellement, quand on fait de la cybersécurité, on s'intéresse plus spécifiquement aux couches techniques, donc que ce soit le hardware, le software ou tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Et bon, ça, c'est une manière de représenter les choses avec les couches OSI, mais en fait, il y a aussi plein d'autres manières de représenter les différentes couches qui peuvent exister dans le monde informatique. Et donc, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, moi, j'ai envie de vous proposer d'autres couches, qui sont des couches qui ont été théorisées dans les années 70-80, par quelqu'un qui est connu en psychologie sociale, et donc qui est le niveau intra-individuel, inter-individuel, positionnel et idéologique. Donc le niveau intra-individuel, c'est ce qui se passe dans notre tête. Le niveau inter-individuel, c'est ce qui se passe quand on discute avec les gens, notamment donc, quand on constitue des groupes, des sociétés, qu'on doit décider ensemble de ce qu'on veut faire. Le niveau positionnel, c'est la manière dont l'autorité peut, par exemple, en fait, avoir une importance dans cette représentation des choses. Et puis le niveau idéologique, évidemment, est aussi tout à fait important. C'est l'espace dans lequel on va chercher un système de valeurs auquel on va se raccrocher pour prendre nos décisions. Alors on peut prendre... Voilà. Et donc pourquoi est-ce que j'avais envie d'évoquer les choses à travers ça? C'est parce que en fait, les systèmes ouverts, les écosystèmes ouverts s'appuient sur des individus et des communautés. Et forcément, il y a des enjeux de psychologie sociale, donc qu'on soit dans l'open source, l'open hardware, l'open data, l'open government, l'open science. À chaque fois, on a des communautés d'acteurs qui vont discuter, qui vont essayer de décider de ce qu'ils veulent faire. Et forcément, il y a des enjeux de nature psychologique qui sont présents en plus des aspects techniques. Alors, slide suivant, merci. Donc, ces derniers temps, dans la littérature, disons plutôt des gens qui font des sciences politiques et qui essaient d'analyser les questions de guerre informationnelle, il est question du pouvoir égalisateur des réseaux sociaux numériques et le fait que ça redéfinit les logiques de hiérarchisation des émetteurs d'informations, puisque historiquement, on avait j'allais dire, une information descendante très habituelle, avec les chefs, les sachants, ceux qui avaient une autorité, donc si on se replace par rapport à l'échelle qu'on avait vue, donc qui jouissent d'une position particulière pour énoncer un certain nombre de choses, parfois d'ailleurs fausses. Quand on a un argument d'autorité, on peut dire n'importe quoi, mais si on le dit avec suffisamment de conviction et qu'on est en position de force, on convainc quand même une partie de son auditoire. Et donc, ça peut être une très bonne chose parce que ça permet des logiques contributives comme celles qu'on peut observer dans Wikipédia, par exemple. Et s'il n'y avait que les encyclopédistes ultra diplômés qui pouvaient y contribuer, ça n'aurait jamais vu le jour. Et d'ailleurs, ça a supplanté des systèmes qui étaient fondés justement sur cette position hiérarchique pour avoir le droit d'énoncer une information qui était censée être la vraie par rapport à des amateurs pourtant parfois extrêmement compétents qui avaient des choses à dire.
C'est aussi d'ailleurs présent dans l'éthique des hackers, avec l'idée que les gens, finalement, on les évalue en fonction de la valeur de leur contribution, et pas forcément de leur diplôme ou de leur richesse ou de leur origine. En revanche, ça a aussi une contrepartie, et qui est peut-être pas toujours bien visible, c'est que du fait de cette redéfinition de la hiérarchisation des sources, cette horizontalisation, tout un chacun est susceptible d'être vecteur d'influence, conscient ou inconscient, d'un certain nombre de gens qui voudraient bien qu'on dise ou qu'on fasse un certain nombre de choses. Slide suivant. Voilà. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est quels sont les facteurs humains, ou j'allais dire plutôt quels facteurs humains, on ne va pas tous les énoncer, mais qu'on peut retrouver donc en termes de cybersécurité dans les écosystèmes ouverts. Donc slide suivant. Et j'allais dire, comme Code is Law, parfois, et peut-être de plus en plus, il y a aussi une forme d'accélération du lien entre le volet technique et le volet étatique, juridique, stratégique. Vous avez ici quelqu'un qui dit comment j'ai changé la loi avec une pull request. Bon, il y a une petite histoire tout autour, mais je veux dire, on comprend bien quand on est habitué à ce type de mécanique que on peut très bien, d'ailleurs il y a des initiatives très intéressantes en ce sens, faire évoluer la loi avec des mécanismes analogues à ceux qu'on peut observer dans GitLab, dans GitHub, etc. Alors voilà le cadre dans lequel je voudrais vous parler, si on peut passer au slide suivant. C'est d'abord commencer par un niveau technique et son interaction avec des facteurs humains dans le monde open source. Alors, je commence par un assez long rappel sur l'épisode Heartbleed, que sans doute vous connaissez. Donc, Heartbleed, je rappelle, c'est en 2011, il y a un développeur allemand, bénévole, qui propose du code à OpenSSL, donc qui est une brique essentielle de la sécurité des systèmes d'information, puisque c'est présent dans tous les SDHTTPS, entre autres. En fait, ça sert à l'authentification et au chiffrement des transactions. Ce code est revu par un autre contributeur au projet, donc britannique, qui valide la proposition le 31 décembre 2011, et elle est intégrée dans la release 1.0.1 du code de OpenSSL en mars 2012. Et puis, 2 ans plus tard, il y a simultanément 2 organismes qui découvrent qu'il y a une faille de sécurité qui permet essentiellement de lire la mémoire du serveur et par exemple de récupérer des clés secrètes. Alors, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait donc des centaines de milliers de serveurs vulnérables, une très grosse partie du web en fait était vulnérable. On en a tiré un certain nombre de leçons. Une première leçon, c'est que, alors bon, on le sait, mais quand même, là c'était quand même violent. C'est pas parce que c'est open source, et c'est pas parce qu'on peut voir le code qu'on le voit, la faille, qu'on voit la faille. Alors pour plein de raisons. Parce que le code est mal écrit, parce que c'est compliqué, parfois peut-être parce que c'est fait exprès. Il y a des techniques d'obfuscation de code qui existent, donc il y a des gens qui peuvent faire exprès de masquer des choses pas très jolies dans du code source. Et d'ailleurs, il a été reproché, et en tout cas, il y a eu de forts soupçons sur le fait que Robin Segelman aurait éventuellement, de même d'ailleurs que le code reviewer Stephen Henson, aurait été de mèche et influencé par des agences pour permettre que ce code soit diffusé. Donc il y a eu des enquêtes. Apparemment, en tout cas, ce qui ressort du point de vue officiel, c'est que c'était une erreur et que ça arrive. Mais ça n'a pas empêché un certain nombre de personnes de se poser des questions. Bloomberg de dire que la NSA savait et utilisait le zero day pendant des années pour espionner tout le monde, etc. Et ça a donné aussi lieu à une initiative donc, de la Linux Foundation, qui est la Core Infrastructure Initiative, pour essayer donc, de financer des projets stratégiques, des projets critiques, donc parce qu'on s'était rendu compte que OpenSSL finalement était complètement sous-dimensionné en termes de ressources par rapport à l'enjeu qu'il représentait pour tout le monde en fait. Alors oui, et donc je précise juste que ça nous a posé la question de l'instrumentalisation, comme on dit en anglais, weaponization, de l'open source, parce que même si ça n'avait pas eu lieu, des gens se sont posé la question dans la sphère publique, et donc le débat en fait a été posé sur la table à ce moment-là. On peut passer au slide suivant.
Et bon, au-delà d'erreurs, il y a clairement des tentatives de manipulation du code source de projets open source qui aboutissent, dans certains cas. Donc ici, vous avez un package qui a été, dont un utilisateur malicieux a pris le contrôle après avoir voilà, séduit, disons, gagné la confiance de l'auteur original, notamment en faisant des contributions au package. Moi, il y a des gens qui m'ont rapporté aussi sur des logiciels open source très utilisés, des tentatives de voilà, un peu analogues de gens qui proposent des contributions pendant un certain temps et puis qui peuvent à certains moments se mettre à se comporter d'une manière assez voilà, suspecte. On peut passer au slide suivant. Et bon, parfois aussi, alors c'est pareil, on peut se demander quelles sont les intentions des personnes qui font ça. On peut observer qu'il y a eu une tentative de piratage de compte GitHub de Gentoo, par exemple, sur lequel ClipOS, le système sécurisé développé par l'ANSI, a été... voilà. Bon, donc ils ont circonscrit en fait cette tentative d'intrusion, etc. Mais enfin, voilà, on peut observer que ça existe régulièrement. Et si on passe au slide suivant, on peut aussi réaliser que quand on est dans le monde open source, on a forcément conscience qu'on est dans un monde ouvert, c'est fait pour, j'allais dire, et que ce code source, il va être utilisé, réutilisé, parfois sans être compris. Parfois, ce n'est pas des bibliothèques entières qui vont être récupérées, mais juste des copier-coller. Et une étude, par exemple, a montré que, voilà, en allant chercher du code source public, on trouvait un certain nombre d'erreurs, et de manière assez surprenante. Alors bon, il y a beaucoup de conclusions hein, dans cette étude, mais je n'en souligne qu'une. C'est que pour les développeurs qui ont été sollicités, donc 117 projets GitHub, on leur a annoncé qu'il y avait effectivement un problème dans leur code public. Il n'y en a que 15 qui ont répondu. La plupart ont dit oui, bon bah tant pis, c'est pas grave, je bouge pas. Et ou c'est pas très grave. Et finalement, ça pose cette question aussi de la conscience que peut avoir cette communauté de développeurs, de l'enjeu que représente la publication de code, la mise à disposition de code qui possède des vulnérabilités, et le fait de ne pas prendre acte ou de ne pas agir face à la découverte de ces vulnérabilités. Bon, alors là j'ai fait un peu comme si on découvrait le sujet, alors qu'en réalité le sujet est quand même connu. Hein. Les attaques de bibliothèques open source sont documentées, sont décrites dans les référentiels de cybersécurité. On peut passer au slide suivant. Elles peuvent être considérées d'une certaine manière en fait comme des supply chain attaques dans le sens où finalement l'organisation qui va utiliser ce code peut considérer que ce code vient d'un fournisseur entre guillemets, mais c'est une vision qui est un petit peu quand même, qui fait un peu tiquer quand même quand on est dans le monde de l'open source, parce que je ne sais pas si quand on est développeur open source et qu'on publie son code, on se considère véritablement comme le fournisseur des utilisateurs ultérieurs de son code. Notamment par exemple en termes de responsabilité, etc. Et de fait, dans cet article donc de Miller en 2013, on ne voit pas très bien, par exemple, la question voilà, des facteurs humains. Ça n'apparaît pas. Donc il est question donc, d'insertion de hardware, de software, de firmware, etc. Mais voilà, l'enjeu humain, c'est pas qu'il est complètement absent, ils en parlent un petit peu dans l'article, mais il n'est pas modélisé, on n'a pas forcément l'impression que c'est très important. Et on peut passer au slide suivant. Et dans les menaces, alors ça m'a frappé de voir la différence de traitement qu'il y avait entre l'article de Miller et ce document de l'ANSI qui s'appelle, donc il y a la traduction de Supply Chain Attacks, menaces sur les prestataires de services et bureaux d'études. C'est quand même très restrictif. Et quand on regarde le contenu de ce document, c'est encore beaucoup plus restrictif que ça. C'est-à-dire que c'est essentiellement concentré sur certains outils voilà, très techniques. Et ça n'aborde pas du tout la question dans son ensemble. Et la question de l'open source, enfin, sauf à ce que j'ai mal regardé, ne me semble pas spécifiquement abordée non plus. On peut passer au slide suivant.
Donc j'ai parlé pas mal de l'open source. Je mentionne rapidement d'autres situations dans lesquelles il peut aussi y avoir des interactions comme ça entre technique et humain avec des conséquences. Le data poisoning, donc, y compris l'open data poisoning, donc, qui sont des situations dans lesquelles des humains, et j'allais dire parfois massivement employés par des grandes organisations, vont créer des très grands volumes de données qui sont susceptibles de déformer en fait la manière dont les processus d'apprentissage des intelligences artificielles fonctionnent et peuvent dévier des systèmes de recommandation pour discréditer une marque ou un individu, qui peuvent aussi emmener un individu vers une page de phishing parce que c'est le premier lien sur le site, sur le moteur de recherche, alors qu'en réalité c'est pas le lien officiel, mais simplement en manipulant le moteur, ça peut permettre de le faire. Et éventuellement d'influencer l'opinion publique à différentes fins. On peut passer au slide suivant. Dans l'open government aussi, il y a beaucoup de manières d'utiliser des failles psychologiques à différents niveaux par rapport à ce qu'on a vu au niveau individuel, interindividuel, etc., et idéologique. Et je vous invite éventuellement à lire cet article ou les podcasts qui correspondent d'émissions où j'avais été interviewé sur France Culture il y a quelques années, sur un sujet qui m'intéressait à l'époque, qui m'intéresse toujours d'ailleurs, qui s'appelait le côté obscur du gouvernement ouvert et la manière dont on peut utiliser des processus de participation ou des lobbies, des cabinets de lobbying qui sont au fait d'un certain nombre de techniques d'influence, proposent à leurs clients d'utiliser ces vecteurs pour influencer un certain nombre d'actions qui pourraient paraître spontanées de la part de la population et qui ne sont absolument pas spontanées du tout. On sait qu'il y a clairement des tentatives d'ingérence de puissances étrangères les unes vers les autres. Donc là, j'ai pris un exemple de tentative d'ingérence russe sur le Parti démocrate américain, mais je veux dire, des exemples comme ça, il y en a pléthore depuis un certain nombre d'années. On peut passer. Et parfois, on retrouve aussi des choses qui sont inattendues, parce que l'open science, on se dit que c'est finalement une espèce de garantie ultime de retrouver la vérité, etc. Mais en réalité, il y a aussi des problèmes au fait d'ouvrir la science de manière un petit peu naïve et candide. Et donc, il y a eu un appel à projet de la Commission européenne pour essayer justement de voir ce qu'on était capable de faire pour empêcher qu'il y ait l'émergence d'une fake science liée justement à la redistribution de la hiérarchisation de l'information, qu'on ne puisse pas, par exemple, retrouver des informations à caractère personnel avec des données qui ont été publiées, et puis quand on fait de l'open science data, etc., etc. On peut passer au slide suivant. Et donc, on a pu aussi voir que, que la fake science était effectivement un enjeu important, parce que c'était aussi un instrument de manipulation potentielle d'acteurs vers les autres. On peut passer au slide suivant. Et voilà, donc encore celui d'après. Voilà. Et je voudrais maintenant dire que tout ça, ce dont je parle n'est pas théorique, hein. C'est des choses qui sont documentées dans des revues scientifiques. Donc par exemple, ici dans cet article de Balding de 2020, le constat d'une collecte massive de données de la part des autorités chinoises et le fait que les individus et institutions des démocraties libérales ouvertes ont besoin de comprendre qu'il y a justement que cette situation est en train d'arriver et que voilà, ça pose des enjeux en termes de renseignement et en termes d'influence des populations. On peut passer au slide suivant. Cette influence, alors je prends l'exemple de la Chine parce que c'est un exemple, on parle beaucoup des Russes, mais je veux dire, voilà, histoire de montrer qu'il n'y a pas que les Russes, j'ai quelques exemples sur la Chine. Il y a des opérations d'influence dans la sphère technique et scientifique, donc avec de plus en plus de publications. Ça, c'est une évaluation qui est faite par la direction du renseignement US. On peut passer au slide suivant. Dans l'espace des brevets aussi, dans l'espace normatif. Donc voilà, Huawei en 2018 qui déposait plus de brevets que Intel et Qualcomm réunis, qui était une nouveauté. On peut passer au slide suivant aussi. Et puis des réseaux sociaux qui sont
qui sont utilisés par des services de renseignement pour cibler des individus à haute valeur ajoutée. Et en fait, quand je parle d'individus à haute valeur ajoutée, je vais parler de vous maintenant. On peut passer au slide d'après. Oui. Voilà, alors hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait, bon, en gros, demain, tu vas parler de comment ne pas se faire tamponner. Alors je lui ai dit, oui, mais pas que. Donc se faire tamponner dans le jargon du renseignement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient essayer de prendre contact avec vous pour sonder votre... voilà, la capacité que ce service peut avoir de vous faire faire ce qu'il a envie de vous faire faire. Et donc typiquement, il va utiliser un certain nombre de moyens qui vont être donc mice en anglais, vice en français, donc utiliser l'argent, l'idéologie. Et je pense que dans notre cas, il y a un point d'attention particulier parce qu'on est quand même dans des communautés qui ont des convictions. Et donc ces convictions, ça peut aussi être un vecteur d'influence. La compromission ou la contrainte, et puis l'ego aussi. On peut passer au slide suivant. Et voilà, les ingénieurs, alors en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'ingénieurs système ou d'ingénieurs informatiques, mais ça pourrait, ont été séduits par en fait une espionne iranienne qui avait un faux compte, très bien fait, enfin d'ailleurs plusieurs faux comptes, qui dialoguaient avec eux, et voilà, et des histoires comme ça, il y en a eu plusieurs. Et donc, ça fait partie des choses qui sont souvent pas connues, parfois abordées avec un petit sourire, un petit peu, voilà, comme une espèce de légende, mais c'est une réalité. On peut passer au point suivant. Oui. Et donc, bon, bah, il y a des dispositifs de contre-ingérence qui existent. Hein. La DGSI, par exemple, qui sensibilise les entreprises au fait qu'elles risquent d'être espionnées, manipulées, etc. Mais ça reste sur du renseignement économique classique, j'allais dire. Et on ne trouve pas forcément, enfin en tout cas j'ai l'impression, que la population... j'ai l'impression, je veux dire, en ayant essayé de trouver des articles scientifiques, hein, c'est ça dont il s'agit, que les populations de développeurs, et notamment de développeurs dans les communautés open source, ne sont pas spécialement visés et protégés par ces initiatives-là. On peut passer au point suivant. Et d'un point de vue organisationnel, bon, bah, force est de constater que les organisations en France, elles sont sensibles à des influences tout à fait significatives de la part des États-Unis et de la part de Microsoft, par exemple, hein, qui déploie d'énormes moyens économiques pour faire passer sa manière de voir le monde et le fait qu'il faut absolument utiliser ces produits. Et j'allais dire, même quand la loi française dit le contraire. C'est-à-dire que, comme c'est rappelé ici par François Aubriot, qui s'exprimait dans le rapport que je vous montrais tout à l'heure, bien que le Code de l'éducation dise que priorité doit être donnée au logiciel libre dans l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur ne le sait même pas. Et en fait, l'enseignement supérieur publie ce type de tweet en faisant l'apologie d'un produit américain. Oui, alors juste avant de passer au niveau idéologique, j'ai réalisé que j'avais oublié de mettre un slide et sur lequel je voulais quand même attirer votre attention, qui est très important, qui est en fait l'utilisation donc de ce qui peut se passer au niveau interindividuel à des fins de division et de polarisation des communautés. Parce que ce sont des actions offensives qui sont menées dans différents univers. Et c'est typiquement le genre d'attaque qui pourrait, de mon point de vue, en fait, avoir des conséquences significatives sur la vie d'un projet open source, par exemple. C'est-à-dire que dans un projet open source dans lequel il y a pas mal de contributeurs, on pourrait très bien avoir des fermatrolls ou un nombre significatif de développeurs de bon niveau pilotés par leur pays d'origine, qui pourraient très bien avoir comme objectif de créer la discorde au sein de cette communauté, de telle sorte que le projet fork, de telle sorte qu'on se retrouve finalement à recréer un autre produit à côté, peut-être avec beaucoup plus de moyens, et à capter la base utilisateur, voilà, à l'issue de quelque chose qui apparaîtrait de loin comme une dispute, comme il en existe voilà, beaucoup, notamment du fait qu'au sein de nos communautés, les gens ont des convictions fortes, et parfois s'expriment de manière assez punchy. Voilà, peut-être qu'effectivement, ce type d'attaque a eu lieu ou pourrait avoir lieu, et je ne suis pas sûr que les gens soient véritablement sensibilisés à ces questions. On peut passer au dernier point.
le niveau idéologique, j'essaie d'aller vite. Donc il y a des dispositifs voilà, d'État européens, de contre-propagande, des choses qui ont été mises en place, etc. Mais ici, bon, voilà, ça cible principalement les actions russes, mais ce n'est pas spécialement, encore une fois, sur les aspects techniques, sur cette couche, en fait, qui est à la fois humaine et à la fois voilà, dans cet écosystème de développeurs. On parle beaucoup plus de campagnes de désinformation, par exemple, du grand public. On peut passer au slide d'après. Mais par contre, on accepte volontiers un certain nombre d'énoncés voilà, qui peuvent venir de grandes entreprises américaines. Donc là, en fait, c'est une conversation que j'ai eue sur Twitter. Donc c'était Eric Botorel, donc, qui a fait le rapport que vous connaissez, notamment dans lequel il parle beaucoup d'open source et d'open data. Et puis donc, il dit que voilà, un must-read par tous les RSSI, etc. Bon. Et puis, réponse d'un représentant de Microsoft, pour la sécurité, il suffit de passer au cloud. Et alors, je ne me rappelle plus si j'ai mis la suite de la conversation. Non, je n'ai pas mis la suite de la conversation. Mais donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller la regarder. En fait, l'idée que le cloud, ça apporte de la sécurité, aujourd'hui, ça ne se discute presque plus. Alors que, donc parce que les DSI, en fait, répètent comme des robots que le cloud, ça rapporte de la sécurité parce que les vendeurs de technologie des big tech le leur ont dit. Et ils leur ont dit tellement fort, tellement bien, de tellement de manières différentes qu'ils le prennent tel quel. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'excellente table ronde d'hier dans laquelle intervenaient Jean-Paul Smet et Stéphane Fermigier avec François Pellegrini, dans laquelle on évoquait la manière dont ces grandes entreprises américaines, dans des logiques d'influence, j'allais dire avec aussi l'appui de leur gouvernement, créent une forme d'éviction de concurrents par un discours extrêmement puissant d'un point de vue idéologique, avec tous les moyens qui vont bien. Donc il ne s'agit pas de le dénoncer, il s'agit juste de le constater d'une manière objective et de voir ce qu'on fait quand on a ce type d'action stratégique, j'allais dire, de la part de gens qui sont dans leurs propres intérêts, comment on défend nos propres intérêts. On peut passer au point suivant. Donc Microsoft manœuvre, j'allais dire, efficacement de ce point de vue-là. Hein. Bon, c'est peut-être pas très politiquement correct de mettre ce tweet, mais en l'occurrence, on voit que c'est un exposant à la grande conférence open source, autre que le B-Boost, bien sûr, avec un discours, si on peut passer au slide d'après, qui a des effets très importants, y compris dans des gens qui, historiquement, ont été les défenseurs de l'open source, par exemple, le monde universitaire. Et je vais vous citer des propos de certains collègues avec lesquels j'ai discuté, qui me disent « Mais pourquoi tu veux booter sous Linux puisqu'on a maintenant WSL ?» Voilà. Donc Windows Linux Subsystem. Donc qu'est-ce que c'est Choose your favorite GNU Linux distribution from the Microsoft Store. Logique. Et voilà. Donc comment est-ce que finalement on a une opération d'encerclement de la part de Microsoft? C'est une opération, j'allais dire, stratégique d'encerclement qui consiste à effectivement faire rentrer Linux dans Windows comme une feature et dire bah, maintenant vous allez dans Microsoft Store, vous téléchargez le Linux qui vous va bien, et après derrière, moi je l'ai constaté, je ne sais pas si vous l'aurez constaté également, mais des gens qui, donc dans le monde universitaire autrefois, étaient à la pointe, disons, de l'activisme pro-open source, parce qu'ils en comprenaient un peu les tenants et aboutissants, qui désormais sont devenus, finalement, qui ont été convaincus par le discours idéologique de Microsoft et ce type d'outils. Et si on peut passer au slide d'après, voilà ce qu'on m'a répondu. Toi, tu es de l'ancienne génération, tu sais, Microsoft a changé, aime Linux maintenant. Alors, j'ai trouvé ça incroyable parce que moi, j'ai eu Microsoft comme client pendant des années. Donc, ça m'a permis d'écouter avec attention le discours des personnes qui y travaillaient. Et je suis frappé de voir à quel point leur démarche stratégique porte ses fruits. Voilà, donc en fait, ils veulent qu'on croie qu'ils aiment Linux et qu'on aille dans ce sens-là, et bah, ça marche. Ça marche, et quand on fait remarquer que ça peut poser des problèmes, on est taxé de vieux ringard, quoi. Bon, donc plus sérieusement, moi j'allais dire, c'est pas mon problème personnel qu'on me dit ça. Moi j'observe
que ce discours marche. Et stratégiquement, psychologiquement, je trouve que c'est intéressant de constater notre faiblesse idéologique. Et là, je nous ramène encore à la table ronde d'hier. Quand les ministres ou des responsables administratifs de haut niveau, en quelque sorte, s'en mettent à dénigrer, en viennent à dénigrer des solutions nationales en expliquant que les autres savent mieux le faire que nous, d'une certaine manière, on a perdu le combat idéologique. Et ce combat idéologique pour la sécurité, pour la souveraineté nationale et pour l'existence d'un écosystème ouvert et libre, il me semble devoir être toujours mené. Donc, je pense qu'on arrive à la conclusion. Voilà. Et on peut passer au slide d'après. Voilà. Donc, les écosystèmes ouverts présentent évidemment de nombreux atouts en matière de sécurité. Et j'ai fait suffisamment d'interventions pour en promouvoir tous ces atouts, pour ne pas y revenir maintenant. Mais ils sont aussi vulnérables, notamment en termes de facteurs humains, à un certain nombre de menaces dans l'espace informationnel. Et de mon point de vue, c'est clair qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour essayer de réduire ces risques. Donc je l'ai un petit peu évoqué, mais peut-être que voilà, il y aura matière à travailler et à en dire plus à l'avenir sur les différentes façons qu'il peut y avoir de se prémunir contre ce type de menace. Voilà, j'en ai terminé. Je vous prie à nouveau de m'excuser de mon retard. Et s'il y a des questions, si on peut prendre quelques questions, je veux bien aussi vous passer le micro. Merci. Bonjour, Sébastien Gavois, journaliste pour Next Impact. J'avais une question par rapport à la Firebleed dont vous parliez tout à l'heure. Sur le moment, ça a été, on a eu l'impression qu'il y a une prise de conscience des sociétés qui avaient des petites briques des fois, enfin une grosse brique en l'occurrence, mais en tout cas qui maintenait tout le système en place. Il y avait un sein de XKCD là-dessus avec une grosse construction qui tient sur un petit bout. Est-ce que cet électrochoc continue encore maintenant de porter ses fruits dans le sens où les boîtes vont vérifier ou vont auditer du code et open source, ou est-ce que maintenant on est retombé un petit peu dans les travers d'avant de votre point de vue? Alors, je ne peux pas faire une réponse, j'allais dire, scientifique et très documentée sur la chose, parce que je ne connais pas d'études particulières sur le sujet. Je peux juste vous faire part de mon impression et de mon observation. C'est que ça n'a pas changé grand-chose. J'en ai peur, parce que les gens sont très pressés de sortir la nouvelle feature, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas de vision vraiment architecturale en quelque sorte et stratégique de l'ensemble des composants qui sont absolument essentiels pour que le système puisse vivre. Voilà, moi, je n'ai eu de cesse pendant ma vie de consultant d'observer des gens qui découvraient que en fait, voilà, l'édifice tenait sur un petit bout de truc qu'il fallait rappeler une telle personne qui était partie à la retraite parce que c'était la seule qui savait comment ça marchait, etc., etc. Donc j'ai l'impression que aussi avec le développement de nouveaux langages, de nouvelles versions de langage, des choses qui évoluent très rapidement, la maîtrise en fait de toutes les briques qui constituent le système. Et voilà, on est toujours dans quelque chose d'assez opportuniste, d'assez copier-coller. Tiens, voilà, on va copier-coller le truc qui marche et puis voilà. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on observe chez les étudiants. Donc, quand on voit que les étudiants font ça, on imagine que quand ils font leur stage et quand ils sont recrutés, ils continuent à faire ça. Et voilà, vu la pression sur les calendriers, je ne vois pas très bien ce qui aurait pu changer ça, à l'exception, enfin pour moi la seule manière de changer ce type de situation, c'est une vision vraiment stratégique, avec une stratégie technologique, avec une urbanisation, pour employer un terme voilà, un peu, mais disons vraiment maîtrisée, où on se pose vraiment les questions de qu'est-ce qu'on met où, pourquoi, comment ça va évoluer, où sont les roadmaps, quelles sont nos dépendances, etc. etc. Je ne suis pas sûr que ça ait tant évolué, hélas. D'autres questions? Pas d'autres questions? Vous avez faim, je comprends. Bon, et ben merci d'être courageusement resté jusqu'à la fin.